Bah, on va dire que ça commence. Bonsoir à tous. Ah, ça y est, ça commence. Yes, bonsoir, bienvenue ce soir dans la Radio Méga. Voilà, bon bah je sais pas faire fonctionner de timer, alors normalement c'est censé fonctionner, je sais pas pourquoi, tant pis, c'est pas grave. On commencera quand même le live comme ça, hein, c'est pas très grave. Je suis avec Adrien, mon ami Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Eh ben écoute, ça va et toi, mon ami Anton? Ah là, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que moi ça me va très bien. Ouais, alors ce soir, nous allons aborder un sujet. Un sujet que Adrien ne connaît pas. Et oui, je ne connais pas, je connais peu le Très sujet. peu. Tout le monde connaît finalement le sujet que tu as annoncé, on fait du suspense depuis tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Quel est le sujet du jour, Anton? Eh ben, comme vous l'avez déjà peut-être lu dans la description, mais je m'en fous un petit peu, ça sera un sujet qui abordera le thème des mangas et des animés. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai proposé un petit défi entre guillemets à Adrien. Voilà, ça va être simple. Ce soir, je vais lui présenter un sujet qu'il ne connaît pas trop, que moi je connais bien, qui me passionne, et essayer de lui donner un peu d'intérêt, lui donner un petit peu envie de s'intéresser à ce sujet-là. Et dimanche prochain, si tout va bien, ça sera son tour à lui. Il va devoir me présenter lui aussi un petit sujet que je ne connais pas, qui peut m'intéresser, et peut-être me donner envie de m'y intéresser. Mais pourquoi? Je sais pas Pourquoi encore pas. ce que c'est, j'ai trouvé un truc. Dans le doute, tu peux vérifier si le son va bien, Adrien, s'il te plaît, merci. Donc, comme Adrien ne connaît pas le sujet des animés et des mangas et que moi je m'y passionne un petit peu, que je regarde ça depuis très longtemps plutôt, et ben je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lui en parler. Voilà. Ouais. Donc le sujet des Ching Chong Chung. Oula, tu glisses. Doucement, mec, doucement. Non, mais en vrai, je sais pas des dénieux. C'est juste que je m'y connais peu. Ouais. En fait, tout le monde, qui de nos jours, à part les vieux, les parents, comme on les appelle, et encore, dans la plupart des gens savent ce que c'est quand on parle d'anime japonais ou de manga. Quand même, la mondialisation, tout ça a fait son petit bout de chemin. Et on sait ce que c'est. Et c'est juste que j'en connais très peu. Je m'y connais peu, même dans la culture japonaise plus générale et coréenne aussi. Je sais pas si il doit y avoir aussi beaucoup d'animés je vais coréens. en parler. Je sais pas, peut-être je vais beaucoup dire de conneries, hein, c'est possible dans ce truc-là. Aucun problème. Donc, j'ai rien affirmé. Je suis juste là pour apporter mon point de vue de bleu, du coup, finalement, en animé. Mais ouais, moi, ce que je connais en animé, c'est comme tout le monde, je pense, c'est genre Death Note. Death Note, j'aime bien, Oui. c'est cool. Et puis j'avais regardé Reborn. C'est avec Reborn que j'avais découvert en fait les Justement. animés, En fait, qui est un shonen assez classique. Voilà, c'est le seul mot un peu dans le jargon de l'animé que je fais. Shonen. Je suis très content d'aller. je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Je me permets du coup de prendre la parole, car j'ai pris quelques petites notes. Déjà pour commencer, il est je pense de bon ton déjà de présenter ce qui est un petit peu le milieu du manga, de l'animé et surtout de l'industrie du manga et de l'animé. Parce que sache Adrien, que ce milieu-là est un milieu assez difficile. Toi qui fais partie du milieu de l'art en général, je me dis que peut-être ça peut t'intéresser de savoir comment fonctionne ce milieu. Eh bien pourquoi pas? Tu me surprends de plus en plus, mon cher Antoine. Je sais préparer une fiche ou quoi? Ferme ta... Quoi, hein? Ouais, allez. Donc... tu m'as dit quoi juste avant? T'as préparé une fiche? Bah, en fait, j'ai pris quelques informations et aussi c'est des choses que je connais. Ah ouais. Donc il se peut. Bien préparé et tout. Je suis préparé. Je te dis, mon objectif de ce soir est de te donner envie de regarder possiblement d'autres animés, peut-être de t'y intéresser, ou alors tout du moins de pouvoir te la péter en soirée en disant je connais un peu l'univers du manga. Oui, j'adore. Non, mais alors, comment ça un manga? En fait, en général, c'est assez chronophage. Enfin, je dis ça, c'est un peu con de dire ça, c'est aussi chronophage qu'une série finalement. Ça dépend du nombre de saisons. Donc c'est juste que j'ai du mal avec je me charge des excuses un peu. C'est juste que j'ai du mal avec les
style japonais. Enfin, en fait, c'est une question sur laquelle il faudra revenir, genre, qu'est-ce que le style japonais finalement? Pourquoi en quoi je vais même chercher moi-même, parce que j'ai pas toutes les réponses à mon Mhm. questionnement. Pourquoi ai-je du mal avec les animés japonais, avec le style japonais? Je pense qu'il y a des gimmicks qui reviennent assez souvent qui peuvent m'énerver un petit peu. Ce qu'on appelle, ce que j'entends beaucoup parler de japonaiserie. Oui. Bon, ça, c'est un peu le terme pour les gens qui sont soit un petit peu contre, soit je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de comment je pourrais dire ça, de bonnes connaissances sur le milieu, parce que justement, je trouve que le milieu de l'animation, du manga, enfin de l'œuvre culturelle japonais, est pas forcément signé que ça. Justement, c'est quelque chose qui cache plutôt bien son jeu. Je peux peut-être commencer déjà par t'expliquer un petit peu. Bon, je pense que tu connais la distinction entre manga et animé. Donc le fait que le manga est sur format papier, c'est un peu la même chose. L'animé, il est animé, non? Voilà, oh c'est incroyable, tu suis bien. Mais sache que le développement d'un manga et d'un animé sont globalement à peu près les mêmes. Pour te montrer un petit peu, enfin pour parler un petit peu du milieu de base d'un manga, donc un manga papier au Japon, avant que ça soit comparé en France un petit tome, un petit livre de quelques pages avec une bande dessinée, des images ou quoi dessus, ça se publie dans des magazines. Au Japon, de base, la plupart des mangas, avant de passer en stand-alone, d'avoir leur propre médium papier, ils se publient dans des petits magazines pas très chers. Par exemple, l'un des plus connus, c'est le Weekly Shonen Jump, qui est spécialisé dans les mangas shonen. Alors il faut déjà faire la distinction entre les différents types d'œuvres. On a du coup, je peux t'en citer quelques-unes. Toi tu as parlé du shonen. Tu sais ce que c'est que le shonen ou pas? Non, pas exactement. De ce que j'en sais, c'est voir un manga pour garçons, je crois, en gros. Le shonen, de base en japonais, shonen veut dire jeune, enfin ado, jeune ado, tu vois. Donc généralement, les mangas shonen, on dit que c'est des mangas qui sont un peu destinés à un public adolescent, garçon adolescent. On a un peu la différence, c'est le shoujo, qui est adapté plutôt à un public féminin. Bon, généralement pour des adolescentes. Et après, on a aussi le manga seinen. Seinen, c'est pour les adultes. Alors, pas forcément adultes, c'est-à-dire pornographique, mais ça peut aborder des thèmes adultes. C'est les trois distinctions qu'il y a. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque manga sont publiés dans des magazines différents. Il y a quelques exceptions, mais de manière générale, c'est publié dans des magazines. Si le manga a une bonne qu'on appelle ça une bonne appréciation au niveau des gens, que les consommateurs en fait, de manga trouvent le manga intéressant, et ben il peut sortir en stand-alone. Et surtout, c'est très compliqué parce que dans chaque Wiki Shonen Jump, par exemple, c'était toutes les semaines, et ben chaque semaine il y a un petit classement des mangas que les gens ont le plus apprécié, et plus tu baisses de classement, plus possiblement tu peux arrêter d'être publié. Donc le milieu du manga déjà, et même de l'anime en général, c'est un milieu qui est très dur. Les mangakas sont vraiment très sont souvent sujets à stress. Et je peux par exemple te donner un exemple. Est-ce que tu connais Eiichiro Oda? Eh bien, oui, tu vas t'étonner. Non, je ne connais pas Eiichiro Oda. Tu ne connais pas Eiichiro Oda, c'est pas grave. Tu connais peut-être l'anime ou le manga One Piece. Oui, je connais l'anime ou le manga. Et ben sache que c'est cette personne qui a fait One Piece. Et ben, tu sais par exemple que Eiichiro Oda, c'est un bon exemple de, comment on appelle ça, de mangaka, de ce qu'est le milieu du manga, parce que ce mec-là, ça fait 20 ans que sa série existe, un petit peu plus tout ça. Et ben, tu sais que depuis 20 ans, il ne dort que 3 heures par nuit. Mais alors, ça ressemble un petit peu à une espèce de légende qu'on peut lire et facilement alimenter sur Internet. Je te jure que c'est vrai. Mais comment ça, enfin, genre, comment tu peux le savoir? Ça, c'est parce qu'en fait, de base, alors, Eiichiro Oda, ce qui était rigolo, c'est que c'est un mec qui est un peu... en vrai, sa vie est très, très rigolote, parce que ce mec-là, son manga est connu à mort, il n'a pas donné énormément d'interviews, ça dépend des moments. Et récemment, ça date d'une petite année, ils avaient un peu montré ses conditions de travail. Il s'avère que ce mec-là, c'est un gars
depuis 20 ans, la seule chose qu'il fait tous les jours, même les week-ends de toute sa vie, c'est dessiner, faire paraître son manga, ou alors même des fois inviter des amis mangaka quand il a un petit peu de temps, quand il a vraiment très peu de vacances, au point même que y a les fans du manga One Piece qui lui ont envoyé des lettres pour lui dire mais mec, repose-toi, enfin genre prends du temps, c'est pas grave, au pire nous on veut pas One Piece toutes les semaines, on se fera, c'est pas grave, au pire on peut attendre une semaine de plus, mais prends des vacances. Dis-toi que pendant 20 ans, je te jure, 20 ans, toute la semaine, même les week-ends, il se lève à 5h du matin, il peaufine son manga, c'est-à-dire par exemple, je crois que c'est lundi, mardi, il fait les dessins, mercredi, jeudi, tu vois, il fait la colorisation, ce genre de trucs. Et il se couche jusqu'à 5h du matin. Il y a un manga qui sort. Exactement, en fait le principe de parution des mangas et des animés c'est que c'est en flux tendu, c'est-à-dire que les chapitres ils sortent toutes les semaines. Par exemple le Weekly Shonen Jump c'est un... Comment on appelle ça, un hebdomadaire? C'est quand même énorme, enfin genre... c'est énorme. C'est gros un manga. Mais il faut... Il y a une 50aine de pages, un truc comme ça. Ah mais attention, sur un manga. Justement, c'est pas pareil, parce que un manga que tu as papier en France, c'est un ensemble de chapitres qui a été, comment on appelle ça, collé ensemble, entre guillemets, pour donner un tome. Mais de base, comme je te l'ai expliqué, de base c'est sorti sous forme de magazine. Donc comme c'est un magazine hebdomadaire, ils sortent un chapitre. Un chapitre ça fait une dizaine de pages ou quelque chose comme ça. Donc chaque semaine, tu as ton chapitre de One Piece, tu as ton chapitre de Demon Slayer, tu as ton chapitre... Et donc les mangaka doivent en conséquence faire un chapitre toutes les semaines. Faut savoir que généralement c'est un métier très dur, parce que soit, généralement un mangaka est un peu épaulé par un producteur, le producteur qui est là en fait, qui vient de la maison d'édition, donc qui va lui dire ouais, ton dessin il est bien, ou alors ouais, il faudrait que ton scénario tu le repeaufines un peu pour le public ou quoi. Lui il va être derrière son cul pour lui dire ce qui va et ce qui va pas par rapport au public, parce qu'il faut savoir qu'au Japon le public est un peu roi, tu vois, au niveau de la consommation des œuvres, les mangas, tout ça. Donc si le public n'aime pas, c'est mort, tu vois, genre ton manga il est déprogrammé quoi. Donc il faut que tu sois quand même capable de t'accorder, tu vois, au public. Donc les producteurs sont là derrière ton dos à te faire chier pour que tu changes comme tu veux. Et généralement, tu es juste épaulé de 1 ou 2 assistants qui sont là pour faire un peu de coloriage de ta planche, ou alors des fois, tu sais, rajouter des yeux ou un petit personnage à l'arrière. Mais je me demande... Parce que du coup, ça c'est un petit peu le même fonctionnement que pour plein de trucs, que pour des séries, des films, des choses comme ça. Il y a des producteurs qui demandent d'avoir une certaine régularité et une certaine popularité, un certain cachet vis-à-vis des spectateurs, du public, pour fonctionner, pour continuer à être alimenté financièrement. Oui. Mais du coup, dans tous les milieux, les autres milieux que je vais citer, cinéma, BD, tout ça, il y a toujours des indépendants qui s'en fichent un peu de la popularité des producteurs et qui font ce qu'ils veulent de manière indépendante et un peu autofinancé. Et ça n'existe pas ça dans le milieu de... Eh bien, ça existe un peu dans les milieux un peu internet, et surtout il y a un truc qui s'appelle le Jojinshi. Le Jojinshi, c'est une pratique qui se fait beaucoup au Japon. C'est des créateurs des débuts de mangaka, ou alors des gens qui dessinent, qui font soit leur propre manga un peu amateur, soit ils prennent une histoire différente d'un manga déjà connu avec les personnages. Parce que le problème c'est le problème que les gens des fois avec le Jojinshi, c'est qu'ils se disent ah mais c'est du hentai, tu vois, donc automatiquement c'est tout porno, tout ça, mais pas forcément. Ça peut être des histoires alternatives. Et c'est ça qui est rigolo aussi au Japon, c'est que le entre guillemets plagiat, parce que c'est pas vraiment du plagiat, pour beaucoup de personnes ça peut en être, mais justement au Japon ils adorent ça. Et le fait de reprendre un personnage, d'en faire une histoire ou quoi, t'as même un festival très connu, le Comic-Con, qui est au Japon et qui a énormément de personnes qui prend. Et justement le principe de ce Comic-Con c'est les dojinshi, ça c'est les trucs alternatifs. Donc il y a un peu un truc indépendant, ça existe, mais c'est très peu vu comparé à ce que engrange un manga ou en chiffre d'affaires un manga très connu. Par exemple, je peux te donner un exemple tout simple parce que j'ai fait des recherches. Faut savoir quand même comment on appelle ça, que le manga c'est lourd au Japon, c'est-à-dire que ça rapporte énormément d'argent.
Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut, en conséquence, il faut être bien préparé. J'ai vu par exemple qu'en 2017, ça a apporté, attends que je lis un petit peu, plus de 1,2 milliard d'euros rien que pour les recettes japonaises. Donc c'est plutôt chaud, tu vois. Apparemment, je crois avoir vu que les Français étaient des gros consommateurs aussi de manga. Exactement. La France, La c'est culture le, japonaise est assez populaire. c'est le deuxième consommateur de culture japonaise du Ah monde ouais. en France. On est Cocorico, on est les meilleurs. Et les Français. C'est pour ça. Et donc déjà dis-toi qu'au Japon ça rapporte quand même pas mal, alors en France ça doit être plutôt pas Mais mal. j'ai vu d'ailleurs, j'ai pas vu que Death Note et Reborn, j'ai vu aussi l'animé que Martin t'avait conseillé, là, comment il s'appelle? Français. Tu parles de... Ah putain. J'en parle parce que c'est un animé français justement et je trouve ça intéressant. Je ne sais plus le nom. Ah non, c'est chiant ça quand même. T'inquiète pas, je vais regarder directement. Je continue ce que je voulais dire. Ouais. Donc, Bah, regarde, mais je trouve ça intéressant de. mais Enfin, il y a un truc qui me vient là. Du coup, je me dis animé français et c'est assez étonnant. Et en fait, qu'est-ce qui définit un animé? il faut savoir en fait que Qu'est-ce qu'un animé finalement? on peut faire une petite distinction en fait avec les œuvres d'animation, que ce soit japonaises et des autres endroits, parce que généralement, outre au Japon, en fait, les dessins animés des autres pays, c'est plutôt adapté aux enfants. Il faut savoir que les consommateurs au Japon de dessins animés sont pas forcément que les enfants. Donc, la différence qu'il y a par rapport à ça, c'est que dans l'animation japonaise, tu peux avoir des dessins animés sur tout et n'importe quoi. Tu vois. Qu'importe le sujet, ça peut être un sujet lié à l'animation. Ouais. Après, ça c'est pas. Je pense pas que ce soit spécifique. Eh ben, si, ça a changé un petit peu. Bah, ça a changé un peu parce que justement. Il y a plein de films d'animation de partout, c'est parce qu'ils sont moins populaires. Mais il y a des tas et des tas de films d'animation français, italiens, espagnols et plein d'autres pays qui sont pas forcément destinés aux enfants, quoi. Oui, mais justement, de mon avis, je pense sincèrement que c'est dû un peu à l'héritage de l'animation japonaise. Parce que avant, entre guillemets, quand tu compares un petit peu les dessins animés qu'on avait étant petit, que ce soit en France ou en Amérique ou quoi, et avec un peu l'arrivée de l'animation japonaise, des dessins animés japonais, tu vois, par exemple en France avec le Club Dorothée, il y a quand même eu un changement de qualité et surtout un changement de cible au niveau de nos dessins animés. Et oui, mais enfin, ça a sûrement aidé, effectivement. L'arrivée avec le Club Dorothée, surtout, je crois. Ouais. L'arrivée des animés japonais. Tout à fait. Mais faut pas non plus dire que c'est eux qui ont amené le dessin animé, pas juste pour les enfants, en Europe. C'est un peu gros de dire ça, quand même. Il y a aussi les mœurs qui ont évolué, tout simplement, tu vois. Oui, mais après, après c'est quelque chose qui se tient. Moi, je pense parce que je vois ça par rapport à... Comment on appelle ça à ce que moi, à ma propre représentation, tu vois. Quand je me rappelle très bien d'un moment où, quand j'étais petit, sans savoir d'où ça venait, de quel pays ça venait, la plupart des dessins animés que je regardais, qui étaient plutôt assez adaptés pour les enfants ou quoi... étaient plutôt français, ou ils venaient de pays autres que le Japon. Et après, comme je te dis, on est arrivé avec le Club Dorothée, ou alors avec certains dessins animés japonais qui étaient adaptés à une plus grande catégorie de personnes. Et je pense que... je pense que c'est plus facile... je pense qu'ils font ça parce que c'est plus facile à représenter, tu vois, dans un animé, certaines scènes ou certains sujets, que de le filmer. Parce que eux, je pense que quand tu regardes un peu le cinéma japonais, l'animation japonaise les écrase un peu quand même. Oui, c'est sûr que tu peux tout montrer avec une bonne technique dans les animés. Mais quoique, enfin, je voulais dire après, parenthèse, en disant que dans les films live, même aujourd'hui, on est à un tel niveau de technique qu'on peut tout montrer en voyant le MCU, par exemple. On peut absolument tout montrer, des vaisseaux spatiaux, explosions, tout ce que tu veux dans l'espace, sur Mars, tu peux tout montrer. Si, il y a beaucoup de budget, parce que ça a quand même demandé 400 millions de dollars, je crois, le dernier, le plus gros film du MCU, qui est quand même pas une petite somme. Mais enfin bref, effectivement, c'est quand même plus simple de montrer tout ce que tu veux dans des animés, mais en refermant la parenthèse, je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si, je voulais dire que si on regarde par exemple un petit peu dans le monde du court-métrage,
qui est un petit peu un monde fermé pour, je veux dire, pour tous ceux qui s'y intéressent pas. Ceux qui s'en fichent un peu, qui savent même pas vraiment que ça existe, ouais, ils vont plus ou moins jamais voir de court métrage, quoi, tu vois. Mhm. Mais par exemple, Arte, on a beaucoup de chance d'avoir Arte, c'est une chaîne qui diffuse la culture un peu enfin, accessible à tous, quoi. Des trucs culturels comme ça, et il y a des courts-métrages sur Arte de toutes sortes, des courts-métrages live, des courts-métrages d'animation, et en fait, il y a énormément de courts-métrages d'animation. Et si on va dans des festivals de courts-métrages ou si on regarde sur internet des courts-métrages, il y a beaucoup, beaucoup de courts-métrages d'animation qui sont souvent pas faits spécialement pour les enfants, qui sont même parfois un peu sombres, un peu ouais, voilà, pour les adultes. Et, et je pense que on se pose plus vraiment la question, tu vois. Juste, il y a des gens qui sont Justement. spécialisés dans le film d'animation, il y a des gens qui écrivent et qui ensuite se disent tiens, je pense que mon film n'est pas adapté pour live, il serait plus sympa à faire en animation. Et on se pose plus vraiment la question de. Justement. Parce que je pense que l'animation japonaise, par exemple, je prends le cas d'enfance, l'animation japonaise a vachement aidé à l'acceptation de ce genre d'œuvre. Parce que je me rappelle d'une certaine époque où, déjà de base, les animés, les dessins animés, tout ça, énormément de personnes, que ce soit à la télé, tu vois, dans les reportages, ou je me rappelle par exemple d'interviews des trucs genre de Laurent Ruquier, genre de trucs, où t'avais Dorothée qui était passée et tout ça, donc les gens, c'est ouais, mais c'est pour les enfants. On avait une très mauvaise, je trouve, façon de penser par rapport aux dessins animés, parce que la plupart des dessins animés qui nous étaient présentés, c'était des dessins animés bébêtes, un peu pour les enfants, tu vois, enfin des trucs avec qui avaient pas forcément de fond, ou alors qui étaient là avec une petite morale, un dessin animé enfantin. Et je trouve que, je pense sincèrement, que le fait d'avoir fait venir avec le Club Dorothée et la démocratisation de certains sujets dans l'animation quand ils sont arrivés en France a permis à certaines personnes de se dire putain, en fait, en vrai, je peux plutôt faire de l'animation parce qu'au final, moi, je trouve ça sympa. Mais je me rappelle d'une certaine époque où c'était vachement c'était mal vu, tu vois, de regarder des dessins animés, et en France, en Amérique ou quoi, et comme pour les comics, comme pour les jeux vidéo. Et je trouve que l'animation japonaise a aidé un petit peu à ça, parce que eux, à la différence, c'est qu'ils étaient, comment on appelle ça, le fait que eux, à la différence, c'est eux, ils sortaient des vrais dessins animés. Et par exemple, le premier dessin animé qui est sorti, si tu te souviens, c'est Astro Boy. Et Astro Boy, c'était pas forcément que pour les enfants, Astro Boy. Tout le monde regardait au Japon, alors que il me semble qu'à un moment donné, ça a été diffusé en France, les gens prenaient ça pour un truc pour les gosses, tu vois. Comme pour le studio Ghibli, comme pour. Ouais. Après, après, attention, faut pas dire. T'avais dit dessin animé pour enfants, gentillés, sans moment de fond. Il y a, je pense par exemple, aux dessins animés Walt Disney, qui effectivement sont à la base prévus pour des enfants, mais qui sont des œuvres très respectables, qui peuvent être regardées par des adultes, Oui. qui sont vachement bien écrites, Tout à fait. vachement bien réalisées, et enfin, qui sont super cool, quoi. Bah, je suis d'accord, mais après. Il y a pas que des trucs sans fond et un peu bébêtes. Il faut pas. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que t'avais quand même une différence de traitement au niveau des messages quand tu faisais un dessin animé à une certaine époque. Moi, je pense sincèrement que les personnes qui faisaient au début les dessins animés pour Walt Disney, c'était quand même des dessins animés destinés aux enfants. Alors, c'était des dessins animés avec des thèmes qui paraissaient, enfin pas paraissaient adultes, mais qui abordaient aussi des thèmes un peu adultes et des thèmes intéressants. Mais de base, c'était pour dire aux enfants, pour faire grandir les enfants ou leur faire réfléchir. Mais de base, c'est que c'était quand même destiné aux enfants. Tu vois. Même s'ils se sont dit, bon, maintenant on peut le faire pour la famille et pour pas que l'adulte qui va au cinéma et qui va regarder un dessin animé se fait chier, quoi. On va installer des petits trucs ou quoi. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que la différence de point de vue, déjà de base dans la mentalité des gens en France et au Japon à une certaine époque, était carrément différente. Donc même rien que pour la façon de représenter les dessins animés. À une certaine époque, en France, si tu avais plus de 20 ans et que tu regardais des dessins animés, tu te faisais on te prenait pour un gamin. Tu vois. Oui. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Bon, ça dépend. Après, j'en sais rien à quel point les animés japonais ont aidé à ça. Ils ont aidé, c'est sûr. Mais après, il y a aussi, comme je disais, les mœurs qui ont évolué de manière générale, ou avec
plein de trucs de partout, plein de côtés, même le cinéma en fait, Oui. ça suit un petit peu l'évolution du cinéma finalement. Il y a des choses qu'on n'osait pas vraiment montrer au cinéma, voilà, qui ont été libérées, des codes du cinéma, des codes classiques de scénario, même de tout type, qui ont évolué aussi entre temps. Et puis la mondialisation aussi de manière plus générale. Bref, mais ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc sur lequel que j'aurais bien voulu aborder. Oui. C'est quels sont les gimmicks de l'animé Oui, et du voilà. manga. Il y avait une chose que qu'on appelle ça. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait déjà eue justement sur les animés. Et tu me parlais que toi, tu avais du mal un peu avec les codes de l'animation japonaise, enfin ou les codes des mangas, surtout les gimmicks qu'avaient certains mangas que tu avais déjà vus, certains animés que tu avais déjà regardé. T'as déjà lu un manga ou t'as juste regardé que des animés? J'ai le premier tome de Death Note. Je me suis dit, comme vous C'est avez dit, déjà je venais ça. de terminer l'animé, je me suis dit, oh trop cool, je vais tous me les acheter. Je me suis acheté le premier, après j'ai plus de sous. Ouais. Il n'y a pas des masses en plus, il y en a 12 je crois. Bah, faut dire après que les mangas quand même, ça peut valoir, enfin, ça peut être cher. Quand t'as pas de l'argent souvent, ça peut être cher. C'est clair. Ah oui, si, il y a ça aussi, il y a des petits souvenirs de trucs qui me remontent des fois. J'avais lu Doubt, qu'on m'avait prêté. Oui, je connais. Un manga un peu horrifique que j'ai bien aimé aussi. C'était chouette, avec des lapins. Et non, en vrai, c'était bien amphi, il y avait une bonne ambiance et tout, c'était chouette. Et ben, par rapport au gimmick, en fait, c'est une chose que je peux comprendre parce que je pense ton problème aussi avec ça, c'est que t'as vu beaucoup d'animés enfin, t'as regardé beaucoup d'animés ou parce qu'en manga, ouais, des gimmicks, il y en a, mais moins quand même qu'en animé. Je trouve que c'est moins chiant quand même quand c'est dessiné comme ça. Après, en manga, je lis moins de sujets vastes qu'en animé. Sur animé, je regarde quand même beaucoup d'animés différents, qui ont des sujets différents, et généralement en manga, j'aime bien cibler à peu près le même type de manga. Et ben je trouve que ça dépend, parce que est-ce que t'as vraiment, enfin c'est ça le truc, c'est est-ce que il y a des gimmicks pour chaque type de, ouais, on va dire d'animé, donc que ce soit les shonen, les shoujo, les seinen. Donc par exemple t'as un cliché bien connu des animés shoujo où t'as une histoire d'amour qui commence par une japonaise qui sort parce qu'elle est en retard de l'école, elle sort avec un bout de pain dans la bouche et elle arrive dans un coin de mur, t'as un mec qui la percute avec son pectoral et genre elle tombe et comme elle est en mode ah, je suis tombée, je comprends pas, et là elle tombe amoureux éperdument du mec et là tu vois des étoiles partout, des cœurs dans les yeux, enfin, et donc t'as un peu ces clichés là. Dans les shonen t'as énormément aussi de clichés sur la démonstration de pouvoir, surtout dans les combats, enfin on appelle ça les shonen neketsu qui sont spécialisés dans les combats. Un peu ce côté de puissance, cette démesure de puissance et de... C'est plus... Enfin, c'est vrai que c'est des clichés, ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est plus des clichés liés à un genre. Voilà, c'est le genre du... c'est quoi, le shoujo, tu m'avais dit? Shoujo, ouais. Pour les jeunes filles Ouais. adolescentes. C'est plus... ouais, comme... C'est peut-être plus des trucs liés à un genre, je crois, j'ai l'impression. Comme il y a des clichés, du coup, de films d'amour live, Oui. de films d'horreur, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a des trucs plus qui peuvent s'étendre à peu près tous les animés, ou quasiment tous les animés japonais, quel que soit leur genre. Typiquement, je vais sortir un truc à la con, hein, peut-être, mais typiquement, c'est un truc vraiment tout con, mais techniquement, quand quelqu'un court, il y a souvent des traits. pour tu vois, des petits traits à droite et tout autour du gars qui court pour montrer un effet de vitesse. Oui. Voilà, c'est des choses techniquement, visuellement, qui reviennent souvent. Et c'est juste mon goût. Mais ce genre de choses, à chaque fois, je sais de quelle manière ça va être fait, en très très gros, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste ça, il y a plein de beaucoup de mise en scène et tout, et je dis pas que c'est facile à faire, c'est un art que je ne maîtrise absolument pas, que je serais incapable de faire, de faire ce style de truc-là. Mais voilà, j'ai l'impression que là, techniquement, il y a un truc où dès que quelqu'un va courir, je sais
petit peu comment ça va être fait, alors que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus libre dans du live, de mise en scène ou dans d'autres types d'animation. Oui. Tu Eh vois ce ben, que je veux dire? ça va, ça va être parfait ce que tu dis là, parce que je vais pouvoir un peu rebondir sur ce qu'avait dit alors dans le chat Eljas et moi. Tu disais, faut pas oublier qu'à l'époque, le fait qu'on avait beaucoup plus de dessins animés adultes et surtout le fait que ça coûtait que dalle. En fait, ce qu'il veut dire par là, je pense, à une certaine époque, c'était à l'époque de Club Dorothée. T'as une certaine époque où l'animation coûtait que dalle. C'est vrai, en plus, dans un sens, parce que les animés japonais, comparés aux dessins animés français, tout ça, ça coûtait rien du tout. Et il y a même beaucoup de dessins animés, je sais pas si tu sais, il y a beaucoup de dessins animés qu'on connaît, qu'on aime bien, qui ont été dessinés dans des boîtes de prod japonaises parce que ça coûte rien, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Et en fait, il faut penser aussi à une chose, c'est que ce genre d'effet-là, c'est parce que, comme je te l'avais expliqué au début, des fois t'as pas le temps. Même pour les animés de manière générale, même les animés ont une semaine d'écart à chaque fois pour faire leur épisode. Donc il y a un peu plus d'équipe, voilà, il y a un peu plus de gens derrière, mais c'est pareil, tu vois, il faut économiser du temps et il faut économiser les moyens pour pouvoir quand même faire des scènes assez jolies, mais tu vois, qui sont animés. Donc ce genre d'effet là, c'est généralement fait pour que ça fasse, tu sais, c'est un peu des trompe-l'œil pour rendre une scène belle ou compréhensible, parce que t'as pas le temps derrière, quoi. Donc c'est des limites qui sont des fois un peu chiants. Moi pour le coup j'aime bien ça. C'est pas, enfin, ça dépend des mangas, parce que, enfin, des animés, parce que ce genre de gimmick, je pense, tu sais, c'est comme quand on catégorise un peu les films d'amour, ou quand on catégorise les films de guerre ou quoi. C'est un peu mettre dans le panier les mêmes œuvres, tu vois, ou même tout le temps la même chose. Je te parlais tout à l'heure de Shonen Neketsu, donc qui est spécialisé dans le combat. On va se dire, ouais, il y aura tout le temps un mec qui va crier le nom d'une technique avec un truc d'explosion derrière, et voilà. Mais pas forcément, tu vois. Mais il y a un truc du coup intéressant dans ce que tu dis là, c'est que il y a plein de gimmicks qui viennent du fait d'une certaine pauvreté un peu obligatoire, Oui, techniquement, financièrement, dans la production des mangas et des animés. tout à fait. C'est intéressant ça. Et c'est pas dédaigneux quand on dit ça, c'est intéressant au contraire. Comme il y a la musique, je sais plus si c'est l'ancêtre on dit que c'est l'ancêtre du rock, je crois. Je sais plus si c'est la Jazz. soul ou un truc comme ça. C'était jazz, non? Jazz peut-être, je sais plus, mais il y a un style de musique en tout cas qui a été qui est né ça vient de la culture afro-américaine, je crois, qui est né dans les champs de coton où ils étaient obligés de travailler toute la journée, et du coup pour pas s'emmerder, en gros, j'imagine, enfin c'est là qu'a été inventé ce style de musique. Je sais plus si c'est le soul, le jazz ou un truc comme ça, ou quelque chose d'autre, ils commençaient à chanter, et ils avaient un rythme particulier, le rythme un peu du travail en s'abaissant pour ramasser des choses. Et typiquement, ça vient de la pauvreté, ou bien on peut aussi citer la culture du rap, qui, il y a longtemps, a été cité un peu comme une sous-culture, parce que c'était un né un peu dans la rue. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, mais la naissance, c'est un peu ça. C'est tout des choses comme ça qui sont nées un peu d'une certaine pauvreté, et qui peuvent être très cool. Ouais. Mais c'est intéressant en tout cas de voir ça. Comme le dit Elja dans le chat, et c'est ce que je voulais rebondir aussi, je voulais dire ça dépend de beaucoup d'animés. Comme il dit, tu ressens surtout ça dans les animés fleuves, donc ceux avec comme il dit, tu ressens moins ça dans les animés avec un nombre limité d'épisodes, genre Devilman qui est un très bon animé d'ailleurs. Là, depuis tout à l'heure, excuse-moi, oui, il y a un truc qui me saute un peu à l'esprit, c'est depuis tout à l'heure on parle d'anime ou de manga, oui, de type série avec plusieurs épisodes. Justement. Mais ouais, il y a des films. Eh ben, j'allais te le dire. D'animation japonais. Dans les films d'animation japonais, ce genre d'effet-là, alors, à moins que je me trompe, parce que j'ai regardé quand même beaucoup de films d'animation japonais, par exemple les films Ghibli, certains films maintenant qui sont récents, que j'ai vus, qui sont très bons. Regardez The Silent Voice. Il y a moins ce genre d'effet-là. Parce que à la différence des animés, des mangas, là par contre, t'as plus de temps pour faire ton film, donc t'as moins de cache-misère. C'est quand même des grosses productions, je pense, Oui. les films du studio Ghibli par exemple.
Une époque. Est-ce qu'à l'époque, une époque, c'était une grosse. Ouais, je pense quand même. Parce qu'à partir du moment où c'est un film d'animation, ça prend plus de temps et plus de budget. Mais oui, donc t'as moins d'effets comme ça. Généralement, ce genre de limite-là, il faut prendre en compte que c'est parce que l'industrie est tellement dure et tellement en flux tendu que des fois, t'es obligé un peu d'user de cache-misère. Et tu vois, plutôt que de... comment on appelle ça, de sortir en 2 semaines un animé pour rajouter plus d'effets et tout ça, bah, tu le sors en 1 semaine avec certains effets un peu cheap, quoi. Mais plus t'avances, je trouve, dans l'animation, moins t'as ça. Parce que maintenant, t'as des techniques d'animation et des équipes qui sont un petit peu plus poussées dedans. C'est quand même ultra dommage, ça. Je me dis que même des... T'avais dit que One Piece était comme ça aussi. Alors que c'est quand même ultra connu, je pense. One Piece, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets? Bah, One Piece, disons qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se répètent, je dis pas. T'avais dit que toutes les semaines, il y a un chapitre qui sortait. Ah oui, toutes les semaines, il y a un chapitre de One Piece, un épisode de One Piece, ça. Tu trouves pas ça vraiment ultra dommage qu'il y ait plein d'animés comme ça, même les animés super connus comme One Piece, que la plupart doivent sortir toutes les semaines et que du coup ils s'obligent à faire ça en 1 semaine à chaque fois? Ça réduit pas largement la qualité des épisodes? Disons que c'est... pour moi, ce genre de sujet, en fait, c'est compliqué de répondre parce que c'est un rapport avec leur culture. Donc pour eux, le fait qu'ils travaillent d'arrache-pied pendant 1 semaine pour un salaire... Honnêtement, vu le salaire des mangaka, je te prenais le cas d'Eiichiro Oda, le mec il a énormément d'argent, mais déjà il s'en sert jamais, et c'est vraiment un des rares cas à avoir autant d'argent. Tu sais, il y a même, pour la petite anecdote, tu sais que le mec a déjà eu des problèmes d'impôts, Eiichiro Oda, mais il était même pas au courant, parce qu'il y a un mec qui gère son argent, et genre, il a tellement d'argent, et il sait pas quoi en faire, parce qu'au final il a pas le temps de le dépenser, que c'est un mec qui gère son argent, et à un moment donné il s'est retrouvé dans une merde pas possible au niveau de son argent, parce que le gars qui gérait son argent, je crois qu'il avait mal déclaré ça aux impôts, et quand on a été le voir, le mec était pas au courant, et Chiroda était là, bon, je sais pas, c'est pas moi qui gère mes thunes. Ok. Donc pour te dire à quel point le détachement des fois de certains... De certains mangaka, si tu leur poserais la question, parce que j'ai déjà regardé des vidéos sur ce genre de choses avec des japonais, pour eux c'est normal, tu vois, c'est leur passion, donc ils doivent se mettre à fond dedans et ils peuvent le faire. Lui par exemple, ça fait 20 ans qu'il dort que 3 heures par nuit, le gars, bon voilà, il arrive très bien à s'y faire, ça fait 20 ans qu'il fait ça, bon, même si en termes de... Et toi, tu trouves pas ça dommage que... Enfin, qu'il n'y ait pas vraiment du coup de manga en série qui prennent le temps pour... que ça soit dommage en soi, ça peut, parce que tu te dis, plus tu vas laisser de temps à une personne pour réaliser son œuvre, plus il peut y avoir de la qualité là-dedans, je dis pas. Après, il y a quand même des gens, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quand même des gens en 1 semaine de temps qui arrivent à faire des très bonnes, de la très bonne animation, de la qualité en fait. C'est qu'ils sont ingénieux sur ça, et ils sont plutôt connus pour avoir de l'ingéniosité dans leur réalisation, et même par exemple Eiichiro Oda, il a déjà son histoire construite dans sa tête, donc il sait à peu près ce qu'il va mettre c'est plus le dessin et la réalisation en lui-même qui prend du temps. Il y a quelque chose, il y a un truc... Elle a dit les Japonais sont quand même forts pour faire du beau avec très peu de moyens. Ça me fait penser à un autre truc. Quand je pense culture japonaise, moi, je pense notamment katana. J'aime beaucoup tout ce qui est forge. Enfin, je m'intéresse à la forge. J'aime bien essayer de forger tout type de trucs. Et je me suis intéressé au type de fabrication de plusieurs épées, des épées médiévales, des épées nordiques, vikings, tout ça. Et je me suis intéressé à la fabrication des katanas. Et les katanas, typiquement, c'est des lames qui ont été construites avec un métal très pauvre, avec un acier de très mauvaise qualité. Enfin, il y avait du fer qu'ils trouvaient là-bas qui était de très mauvaise qualité. Et pour équilibrer, on va dire, par rapport aux épées et aux sabres des autres pays, ils doivent le travailler de ouf. Ils doivent le travailler 100 fois plus que les autres aciers qu'on trouve en Europe ou autre. Tu vois. Et du coup, ils doivent le retourner. Je sais pas si tu savais ça, comment ça fait un katana. Katana, je me suis jamais vraiment intéressé, tiens. Au pire, ça sera ça ton sujet de la prochaine... Pourquoi la forge. Mais en gros, les katanas, ils doivent travailler le métal et donc le retourner. Tu sais, ils le chauffent
Du coup, il tape dessus en le chauffant, du coup ça s'allonge, et ensuite il le retourne, ça refait un gros bloc, il le rechauffe, il retape dessus, ça se rallonge, ils le remettent, et ils font ça plein de fois. C'est pour ça que ça prend extrêmement Ça longtemps, te montre un. et c'est un autre exemple, si on dérive un peu, hein, mais je trouve qu'il y a un parallèle quand même à faire. Bah, justement. Un truc qu'ils font avec une matière, enfin de base, ils ont pas beaucoup de moyens, et réussissent à faire quand même des trucs bien Mais ça, c'est parce que de base, dans cette culture-là, du coup. dans leur culture, ils ont tendance à, bon, on va dire, se mettre à fond dans ce qu'ils font. Donc automatiquement, quand tu regardes un peu les horaires type de travail qu'ils peuvent avoir de manière générale les Japonais, les salaryman, ce genre de trucs, et quand tu regardes un peu le temps qu'ils mettent pour faire un manga ou quoi, bah, c'est un peu représentatif de leur culture. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est compliqué de juger, tu vois. Tu peux pas vraiment juger, à partir du moment où eux de leur côté, ça leur pose aucun problème, et ils y arrivent très bien. Tu vois. Mais il n'y a pas un animé qui est aux antipodes de ça. J'entends souvent parler d'un animé avec des mechas, je crois, où genre ça sort tous les ans, tous les 2 ans, un truc comme ça. Gundam, peut-être, tu parles de Gundam. Non, il y avait un autre nom que j'avais déjà entendu. J'avais déjà entendu parler apparemment, il y a des fans qui attendent ce truc-là. Ouais, c'est avec des. Il n'y a pas Mecha Angel, un truc comme ça, je sais plus. Tu veux dire. Sans déconner, je vais vraiment, je vais vraiment rater, enfin oublier. C'est terrible. Je l'ai cherché en plus tout à l'heure. Hein, parce que je me suis dit, en vrai, je pourrais t'en parler. Et justement, c'est un animé qui est très intéressant. Mais je vais le trouver, hein, encore une fois, t'inquiète pas. Ouais, Evangelion. apparemment, Neon Genesis Evangelion, peut-être. Evangelion, ouais, je crois que c'est Ouais. ça. Et ben, Evangelion, c'est pas tant un manga aux antipodes, c'est plus que la fin d'Evangelion est assez. Comment on appelle ça et... c'est une fausse fin. On va dire que pour te raconter un peu l'histoire d'Evangelion, c'est juste que le mangaka qui était derrière, c'était, je crois que c'était que de l'animation. Le mec qui était derrière en fait avait plus le temps de terminer son histoire. Donc il s'est dit en fait je vais faire une fin où je dis à tous les gars qui regardent Evangelion, les otaku entre guillemets, les mecs qui restent chez eux, de se bouger le cul et d'arrêter d'être des gars qui restent chez eux. Donc, mais c'est une fin différente de ce que de base il voulait en fait. Et du coup, comme il y a eu un très bon, enfin ça a été assez connu Evangelion, bah, le gars a pu plus tard en film d'animation refaire la fin qu'il voulait. Donc t'as la vraie fin d'Evangelion, mais plus tard en film d'animation. Donc pas en animé. Mais c'est pas forcément un truc en antipode. Un animé que je trouve un peu aux antipodes, mais c'est plus dans son histoire, c'est One Punch Man. Mais je vais t'en parler un petit peu après si tu veux. Enfin après, je peux peut-être t'en parler maintenant. Est-ce que tu veux? C'est vrai que je l'ai vu aussi, One Punch Man. En fait, j'ai vu pas mal d'animés. T'as regardé One Punch Man? En vrai, j'en ai vu 3 ou 4, hein. Mais oui, ça fait partie des animés T'as que j'ai bien aimé? regardé, ouais. Le plus récent, du coup, que j'ai regardé. Est-ce que t'as bien aimé? Alors, j'ai regardé, je dois dire, parce que ça m'intéressait énormément. La saison 2 pue la merde, oui. Ça m'intéressait énormément. Déjà, je tenais à voir ce que donne. Comment il s'appelle, Orelsan, en tant que comédien de doublage. Oui. C'est intéressant de voir ce qu'il donne. Mais surtout, je voulais regarder cet animé parce que je me demandais vraiment comment, niveau scénario, il pouvait faire pour tenir toute une saison de, je sais plus, 12 épisodes, je crois, 15, un truc comme ça. Normalement, généralement, les petits animés, c'est des saisons de 12 épisodes. Bah, comment ils allaient tenir 12 épisodes avec une histoire à base de un héros qui bat tout le monde en un seul coup de poing. Et encore ça énormément de savoir comment ils allaient tenir plus d'une saison comme ça. Ils vont faire Ils ont fait apparemment, je sais pas si elle est déjà sortie, la 2e saison. Oui. Le personnage de Saitama là par contre se prend beaucoup trop au sérieux et du coup c'est plus bon. Mais le manga il me semble change ça et en fait ça qui est intéressant c'est que le truc se renouvelle assez pour que ça soit de la parodie et qu'il n'y ait pas tout le temps... Enfin qu'il y ait quand même un peu de difficulté derrière. J'ai pas lu le manga, j'ai envie de le lire d'ailleurs, je vais le lire un jour. Faut que j'achète les tomes tout simplement. Mais en tout cas, j'ai été impressionné par juste le fait qu'il puisse tenir une saison complète avec un truc de base, un postulat de base de un héros qui bat tout le monde dans un seul coup de poing. Et franchement, chapeau bas pour avoir tenu
ils ont fait un truc intéressant, ouais, j'étais accroché. Toute la saison 1, moi, j'étais dedans. Et voilà, avec ce postulat de base, c'était quand même vachement cool. Bien Donc joué. je pense sincèrement que ton problème est pas forcément que... Enfin, je pense que certains animés pourraient largement t'intéresser. Que déjà, ce que tu pourrais déjà un peu te tourner vers les animés dits seinen, parce que à la différence des shonen, parce que je sais pas si tu aimes bien les animés de combat, les animés même à la One Piece ou les mangas de combat à la One Piece ou One Piece. En vrai, on en a déjà parlé. t'as déjà essayé de regarder? Ça a l'air intéressant, One Piece. Mais apparemment, il faut que, genre, si tu regardes tout sans t'arrêter, ça dure 3 semaines, je crois, et quelques. Oh, et encore, hein. C'est pas encore fini One Piece, hein, tu sais, et ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Apparemment, ils en sont à la moitié à peu près. Donc, Largement plus, ça va bientôt finir One Piece. ça va quand même. Il y a un an, on en était à 70%. Pour le coup, c'est extrêmement chronophage, One Piece. Alors par contre, One Piece, c'est très chronophage. Après, il faut relativiser, tu vois. De manière générale, les mangas, c'est censé sortir sur plusieurs tomes dans le temps, donc t'es censé les acheter au fur et à mesure, quoi. C'est vrai que bon, One Piece, ça fait 20 ans que ça sort. T'as eu le temps, quoi, voilà. Normalement, t'aurais eu le temps entre-temps de l'acheter, quoi. C'est clair que One Piece, il faut s'y mettre pour regarder. Après, moi, je peux te conseiller certains... Enfin, j'ai des animés à conseiller, et des mangas aussi à conseiller à lire, qui sont quand même un petit peu moins longs. Donc je pense qu'après, je ferai une petite présentation, à moins que tu aies un autre truc à dire. Autre chose... Non, après, ça aurait été revenir sur les gimmicks, parce que on n'a pas fini avec ça. Oui, vas-y, reviens dessus. Bah, c'est genre... Typiquement, tu vois. Dans tout... Après, encore une fois, j'ai regardé assez peu d'animés, mais j'ai vraiment l'impression que j'aime bien faire du yaoi japonais et il y a vraiment des personnages types qu'on retrouve assez souvent, j'ai l'impression. Dis-moi si je me trompe, mais des bons archétypes, oui, effectivement. Typiquement, Nandara koyo yo non c'è koyo nana yo go na tu vois, typiquement, bon, je dis de la merde, je ne parle pas japonais, mais on reconnaît, j'ai l'impression, typiquement, juste ce type de voix, le mec, le gros, un peu musclé, sourcils froncés, souvent pas content, et puis l'autre qui s'en bat un peu les couilles, un peu rebelle. Tu vois, il y a souvent des personnages qui reviennent extrêmement souvent dans énormément d'animés différents. Alors, il faut savoir une chose, ça, c'est aussi un héritage de base, enfin, je pense, de ce que je sais, c'est que c'est aussi beaucoup un héritage qu'on appelle ça, de la représentation de l'humour et des archétypes des personnages au niveau du Japon. Généralement, par exemple, quand tu regardes un film japonais en réel, tu vois, quelque chose, un drama, comme ils appellent là-bas, un drama, ça se joue beaucoup aussi sur les archétypes, beaucoup sur qu'on appelle ça les expressions. Et donc, je pense que ça se remet aussi un peu sur leurs personnages en animation, surtout pour les doubleurs, tu vois, parce que derrière, il faut des doubleurs pour faire les voix comme il faut, où tu as tout le temps à peu près ce même archétype de personnage, parce que tu as besoin de voir quel personnage il va vraiment être, si c'est vraiment un méchant, si c'est un gentil, mais après, ça, je pense que c'est des archétypes que tu as dans beaucoup d'animés ou de mangas qui sont assez shonen, parce que généralement dans les animés shonen neketsu, t'as à peu près les mêmes thématiques, c'est-à-dire l'amitié, le fait de se pousser à fond hors de ses limites, le fait d'avoir un sens de la justice. Pardon ? Il faudrait que j'en parle de ce que tu viens de dire, carrément. L'amitié dans les animés shonen, c'est la base en fait. Donc, mais par contre, c'est un truc que tu as beaucoup moins ce genre de personnage dans les seinen par exemple. C'est pour ça que je te conseille seinen, parce que le principe des seinen, c'est d'essayer un petit peu plus de les développer, d'en faire des personnages un peu moins trop expressifs, ou tu vois, un peu moins creux. Je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc, chez les japonais, il y a un truc assez paradoxal, mais non, finalement c'est assez logique. C'est que, tu sais, dans beaucoup de vidéos, dans la culture internet, on va dire, on retrouve souvent
le Japon, tu vois, un truc comme ça pour dire c'est japonais, c'est what the fuck. Oui. Il y a une culture un peu what the fuck, enfin en tout cas vu par les Européens, par les Occidentaux, c'est très what the fuck, la culture japonaise souvent. Et à côté de ça, ils sont ultra terre à terre parce que j'ai l'impression que quand ils créent une histoire, le développement d'une histoire, c'est très très souvent. Ils ont mis en place des trucs, par exemple pour prendre Death Note. Donc voilà, ils ont mis en place un truc, une règle, voilà, il y a un cahier. Quand tu écris ton nom dessus, il meurt. Et ils vont définir les règles, des règles précises, voilà, il y a des barrières, ça va jusque-là. Ça fait 40 secondes, pas plus. Et ils vont jouer à mort avec les règles, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à arriver à la toute limite des règles. Ils vont jouer à mort avec ça. Et du coup, ils sont ultra terre à terre, j'ai l'impression. Et c'est un peu toujours, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que la culture japonaise, c'est toujours du jusqu'au boutisme. C'est toujours pousser à fond les choses, ce qui est pas tout le temps forcément une bonne chose, j'ai l'impression quand même. Par exemple, tu en parlais tout à l'heure, les héros, ils sont toujours plus forts. Les shonen, c'est toujours maintenant je suis jusqu'à ma vraie puissance. Et puis il y a l'ennemi qui dit ouais, mais moi je l'étais pas, maintenant je suis jusqu'à ma vraie puissance. Et puis du coup, il y a le héros qui va s'entraîner pendant 2 ans, il revient et dit mais c'est maintenant que je suis à ma vraie puissance. Et il y a beaucoup de. C'est souvent comme ça. Ça a un peu évolué. Typiquement, Metal Gear, qui est un jeu purement japonais, c'est pareil, il y a le personnage, c'est Psycho Mantis, c'est le mec le plus doué du monde, qui est ultra doué à fond à 100% pour la psychologie et le contrôle mental. Après, il y a Sniper Wolf, c'est la personne qui est le plus doué au monde, doué à 100% ultra fort dans ce qui est du sniper, le tireur d'élite. Et tous les personnages, c'est toujours comme ça. Moi, je suis le plus doué du monde dans ça, et moi, je suis le plus doué du monde dans ça. C'est toujours une culture du jusqu'au boutisme, en fait. Bah, de manière générale, il y a beaucoup d'œuvres japonaises, surtout les shonen. Généralement, les shonen, c'est beaucoup fait aussi pour un peu... Alors, je suis désolé, si vous entendez des bruits à côté, il y a mon... C'est dommage, je peux pas prendre de vidéo, parce qu'il y a mon chien qui a décidé de me faire chier, de jouer, là, directement, et de se dire, tiens, je vais te bouffer la main pendant que tu es en train de parler. C'est un chien japonais. Un chien japonais, en plus. Non, mais, du coup, c'est un Akita, pour ceux qui se posent la question. Mais... Le truc étant que les... J'étais en train de dire quoi déjà? Putain, c'est me fait chier. T'as... Attends, voilà, le jusqu'au boutisme, c'est aussi beaucoup pour dire aux jeunes, un peu aux ados, voilà, vous allez voir quand vous allez être dans le monde du travail, dans la vie en général, surtout dans la société japonaise, il faut vous être, okay, il faut être à mort dedans, il faut repousser ses limites, il faut faire beaucoup d'efforts, et c'est ça un peu qu'essaye, je pense, de reproduire, enfin de donner comme explication les shonen ou certaines œuvres. Après, comme je te dis, ce genre de trucs, voilà, c'est aussi, comme le dit Elja, c'est qu'ils ont aussi une culture de la compétition. Donc t'es neutre, enfin dans la culture japonaise, le travail ou quoi, c'est tout le monde est au même niveau, mais il faut savoir avoir les bonnes épaules. Si t'as pas les épaules, bah t'es dans la merde, quoi. C'est intéressant, ouais. Ça, Eldia a dit, c'est aussi parce qu'ils ont une culture de la compétition pendant les études, et au travail, ils ont toujours besoin d'être le premier, sinon tu n'existes pas. Voilà, c'est ça. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Ah si. C'est très intéressant. Et du coup, on touche à un point. Je pense que c'est un peu pour ça que j'aime pas. Oui, mais alors attention, comme je te dis, évidemment, il faut mettre de l'eau dans ton vin, parce que peut-être pour le cas des shonen Niketsu, et qui auront un peu ces mêmes façons de... comment on appelle ça, ces mêmes thèmes abordés, pour le coup je suis d'accord. Moi je suis pas forcément quelqu'un qui est un gros amateur de shonen. J'aime bien certains shonen parce que j'aime bien les scènes épiques et les batailles, les combats intéressants, tu vois, des fois... Mais ça dépend des shonen, par exemple. Je te prends un shonen que j'aime beaucoup, Hunter x Hunter. T'as un peu de la stratégie dans les combats, t'as beaucoup, je trouve, d'imagination pour certains personnages, et je trouve que pour un shonen, il faut vraiment regarder Hunter x Hunter, tu vois. Par exemple, je pourrais te conseiller Hunter x Hunter, qui est un shonen, mais qui est vachement intéressant à regarder, que tu vas regarder d'ailleurs. Bref, mais par contre, dans le cas des seinen, t'as beaucoup de seinen ou beaucoup d'œuvres pour adultes qui essayent un peu de critiquer ce truc là. Généralement il y a beaucoup de seinen qui sont là pour faire une critique négative de certains problèmes de société au Japon, ou certains comment on appelle ça,
problèmes que les Japonais ne veulent pas voir ou font semblant de pas voir, mais que du tout ils disent pas quoi. Mais comme je te dis, voilà, il faudrait que tu t'intéresses à autre chose qu'un shonen, parce que c'est vrai que les animés qui sont les plus représentés, je pense, c'est les shonen. C'est les plus épiques, celles qui sont les plus puissants, tu vois, avec les personnages les plus badass, les plus stylés, avec le plus de puissance possible. Mais derrière, t'as des petites pépites qui sont un peu subtiles. Et il faut savoir justement un peu regarder ces pépites. Moi, si tu veux une petite anecdote ou quoi, moi j'ai découvert l'animation avec un animé qui s'appelle Full Metal Alchemist, que je te conseille vraiment à mort. Bon, moi j'ai regardé la première version de l'animé, qui est pour beaucoup de personnes pas la meilleure. Moi je trouve quand même que c'est un très bon animé qui aborde des sujets de philosophie qui sont intéressants. Et pourtant c'est du shonen, tu vois, c'est fait pour les ados, les ados. Et justement le manga un peu vers la fin ce côté un peu voilà, amitié, respect, foot de rue, mais Rêve qui tombe sur le coin de la gueule là sans prévenir. yes, mais le premier animé a un peu moins ce truc là. Ça essaye de raconter une histoire et d'aborder des sujets philosophiques. Et ben par exemple Fullmetal Alchemist, ça m'a donné envie de regarder d'autres animés. Après je suis tombé sur d'autres animés un petit peu plus basiques, shonen, des fois comme ça. Mais petit à petit j'en ai découvert d'autres qui étaient pas très connus, pas beaucoup de personnes ne parlaient, mais vraiment qui vaut le coup d'œil. C'est pour ça que j'adore. Ok. Ouais, ok. Et du coup apparemment il y a énormément de shonen et de animés qui sont dans ce truc là, jusqu'au boutisme on va dire. Pas tous. Mais si c'est la culture, il y a un peu de ça qui reflète du coup à mon avis dans un petit peu tout, hein. Que ce soit dans la construction des personnages, de l'histoire. L'histoire c'est souvent ça aussi, parce que même dans les jeux vidéo aussi, ça reflète aussi un peu ça dans les jeux vidéo japonais. On trouve un peu ce genre d'histoire, ce genre de perso, ce genre de gameplay même parfois, jusqu'au boutisme. Et c'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop ce truc, j'aime pas trop cet état d'esprit, et cet état d'esprit se reflète dans beaucoup d'œuvres japonaises, et se ressent forcément, et je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop ça. Et ben, tu veux dire quelque chose? Je t'ai coupé. J'ai fini en disant, bien évidemment ce n'est que mon avis, hein, je ne suis pas en train de répandre le message, il ne faut pas regarder d'animé japonais pour cette raison, mais voilà, je pense que juste que c'est intéressant, parce que je vais enfin trouver, du coup, pourquoi j'aimais du mal avec les mangas et les animés japonais. Voilà, donc on va terminer ce live ici. On a parlé quand même pendant à peu près 1h15. Bon, on enlève les 3 minutes où j'ai galéré à essayer de faire marcher mon minuteur qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Bon, ça fait 1h10 quand même. En espérant que ce live vous a intéressé, que le sujet vous a intéressé aussi. Peut-être pour ceux qui regardent et qui n'aiment pas de base les mangas ou qui ne les connaissent pas, ont peut-être eu envie d'en lire ou d'en regarder. N'hésitez pas. Et dans ce cas-là, je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée et puis à la prochaine, dimanche prochain, pour le sujet où ça sera Adrien qui va faire présenter un sujet que je ne connais pas. Maintenant, c'est ton flambeau. Ce sera moi, très bien. Tu m'enfiles. Très bien, et écoute, bonne soirée à tous, des bisous. Des bisous. Et à bientôt.